que vous entendez suffisamment. On peut monter un peu. Hein. Est-ce que c'est assez fort? Voilà, est-ce que c'est assez fort pour tout le monde? Oui. Bon, bah écoutez, bienvenue à cette quatrième assemblée populaire depuis l'élection de Ségolène. On se retrouve à Indre aujourd'hui. Après les précédentes éditions, on était la première fois à Saint-Herblain au mois de septembre 2022. On était à Couëron au mois de décembre 2022. On était à Saint-Étienne-de-Montluc au mois de mars. Et donc à Indre, cette fois-ci, on a décidé dès le début de parcourir l'ensemble des villes de la circonscription pour venir à la rencontre des citoyens dans ce qu'on appelle une assemblée populaire. Donc je vais, en quelques mots, pour ne pas faire trop de blabla, mais pour quand même vous mettre, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir nous voir dans ces assemblées, vous rappeler un petit peu la philosophie de cette assemblée populaire depuis l'élection de Ségolène. Il s'agit en fait d'une assemblée qui va à la rencontre des citoyens, d'une part pour essayer de faire remonter les problèmes locaux qui pourraient survenir sur le territoire de la troisième circonscription, jusqu'à Ségolène, de façon à ce qu'elle puisse s'emparer des sujets qui sont importants, voilà, qui sont les vôtres, et puis alimenter son travail de parlementaire. Alors, évidemment, le travail de parlementaire, c'est très complexe, on en parlera peut-être au cours de la soirée. En tout cas, c'était cette idée-là. L'idée aussi de faire redescendre également les choses qu'elle fait à Paris et essayer de faire mieux connaître le travail d'un parlementaire, ce qui est assez méconnu en fin de compte. En ce moment, on a beaucoup d'informations sur ce qui se passe à Paris parce qu'il y a eu la réforme des retraites, il y a eu beaucoup d'événements qui ont eu lieu à Paris dans l'Assemblée avec pas mal de choses techniques qui ont été expliquées aux citoyens, c'est vrai, mais en règle générale, eh bien, la population connaît assez mal le travail d'un député, donc c'était aussi l'occasion de faire ça. La philosophie de cette Assemblée populaire, c'est vraiment d'être ouvert à tous. On est inscrit actuellement dans cette Assemblée populaire plus de 130 citoyens, 5 ou 6 associations, et majoritairement, les gens ne sont pas encartés politiquement. Donc on est vraiment sur quelque chose de très ouvert, très large, et donc la parole peut être évidemment la plus libre possible. Je vous inviterai donc aujourd'hui à prendre la parole de manière massive, en ayant évidemment la bienséance qu'il faut dans une assemblée populaire qui se veut bienveillante et ouverte à tous et à toutes et aux minorités, etc. Donc voilà pour cette introduction. L'ordre du jour est le suivant. Ce qu'on a établi, c'est l'état des lieux des groupes de travail. On a mis en place dès le début au sein de cette assemblée populaire 8 groupes de travail qui travaillent sur des thèmes différents. Les thèmes, je vous les rappelle, on avait identifié dès la première assemblée populaire que on avait intérêt à regarder de près ce qui se passe sur les écoles et la jeunesse, constituait le premier thème, la langue bretonne, l'exil, les questions mémorielles, le logement et l'urbanisme, l'environnement, évidemment, on aura l'occasion d'en parler évidemment ce soir, la santé, un autre sujet dont on abordera avec Florence à mes côtés tout à l'heure, et puis l'énergie, donc les 8 thèmes que nous avons identifiés pour travailler au sein de cette assemblée. Les groupes de travail sont ouverts à vous qui venez, qui nous rejoignent. Donc si je vois que nos amis André qui travaillent sur la question du méthaniseur sont présents, eh bien le groupe de travail qui s'appelle environnement, évidemment, il est tout à fait, et peut-être même le groupe de travail urbanisme, je ne sais pas, peut-être qu'il serait à définir. Donc ce groupe de travail il est tout à fait ouvert à la discussion et au travail de fond
pour que les choses avancent dans le bon sens. Voilà donc voilà en guise de préambule ce que je voulais dire. Donc on avait mis en place l'ordre du jour pour faire un état des lieux des différents groupes de travail. Je ne sais pas si on a des représentants de tous les groupes de travail ici. Peut-être pas, peut-être que du coup on remettra cet état des lieux à une autre fois. En tout cas, l'idée est de se dire qu'est-ce qui a été fait dans chacun des groupes de travail et qu'est-ce qui est envisagé de faire, peut-être pas dans l'immédiat, mais à partir de la rentrée de septembre. Donc voilà, on verra au fur et à mesure de la soirée s'il y a des choses qui se décident. Le deuxième point que nous avons mis à l'ordre du jour, c'est la santé. Vous savez que la santé, c'est un point très important sur la circonscription, puisque avec l'ouverture du nouvel hôpital sur les Nantes, la fermeture qui était annoncée de l'hôpital Nord-Laennec, la fermeture de l'hôpital Centre, la troisième circonscription, on est en première ligne sur la problématique du transport vers les lieux de soins, puisque évidemment, quand on habite à Indre, c'est plus facile d'aller à l'hôpital Nord-Laennec que d'aller à l'hôpital sur l'île. Et donc c'est un problème qui est tout à fait important. Et donc Florence, qui fait partie, Florence Gascon, qui est élue à mes côtés, qui est élue conseiller municipal à Saint-Herblain dans l'opposition, et qui fait partie du CAS, qui est le collectif Action Santé. Il va nous parler un petit peu de la problématique de la santé directement liée à notre circonscription. On fera, si c'est important pour vous, un point politique sur ce qui s'est passé évidemment sur la réforme des retraites. Si ça vous intéresse, on pourra en parler. J'ai évidemment quelques informations liées au travail du cabinet Tigolène. Et puis on vous laissera largement ce soir la parole aux citoyens, de manière à ce que vous puissiez nous faire remonter les choses qui vous tiennent à cœur. Et je sais déjà que c'est le mécaniseur qui nous occupe ce soir. Voilà pour l'ordre du jour. Si évidemment il y a des interventions autres qui veulent se manifester, eh bien c'est avec plaisir qu'on prendra en compte cette parole. Je crois que Jean-Claude distribuera le micro, le deuxième micro au moment des questions. Donc Jean-Claude qui est juste en avant vous, vous l'appelez et puis il vous distribuera la parole. Voilà, si vous voulez bien, on va commencer par la santé et puis ensuite on attaquera la partie mécanisme. Je passe donc la parole à Florence pour le petit topo sur la santé. Bonsoir à toutes et à tous, merci Olivier. La santé, un vaste sujet, je voulais commencer par une petite phrase d'Ambroise Croizat, je pense que tout le monde le connaît, fondateur de la sécurité sociale. Il disait mettre définitivement l'homme à l'abri du besoin, en finir avec l'angoisse du lendemain. En ce qui concerne la santé, on en est très 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 loin. La santé va mal, très mal, nous l'entendons régulièrement aussi bien dans les services du CHU que les personnels soignants souffrent. Sur le 44, je pense pour ceux qui sont peut-être nouveaux arrivants, vous avez tous eu la problématique de vous trouver un nouveau médecin, un dentiste, un spécialiste. Voilà, les délais s'allongent et pour certains au risque de leur vie. Pour ce qui concerne la santé et certains secteurs de notre circonscription ont subi la désertification. Et là, ça devient vraiment très problématique. On voit arriver à grands pas, ce qui est déjà le cas pour une catégorie de la population, c'est une médecine à deux vitesses. Les personnes âgées peuvent se soigner et les personnes en difficulté financièrement repoussent la visite chez le médecin, chez le dentiste ou spécialiste, par faute de moyens. Ici, sur notre circo, vous avez dû remarquer, la part belle est faite où tout prédit. La polyclinique de l'Atlantique, le centre d'urologie, le centre de rééducation Tourmaline. Et ça, nous, on n'est pas d'accord avec ça du tout. L'autre sujet qui est en grande souffrance en ce moment, et vous avez dû l'entendre aussi avec leur dernière réclamation, c'est la psychiatrie. La psychiatrie a de gros soucis, que ce soit aussi bien national que local. Leurs conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles et les patients en souffrent bien évidemment. Les patients, justement, en psychiatrie, ils ont besoin d'écoute. Et sur le département, on n'a plus assez de place. Les fermetures de lits ne se comptent plus.
Chaque semaine, il y en a de nouvelles. À Blain, il y a eu 17 lits d'hospitalisation adultes qui ont été fermés. À Saint-Nazaire, 20 lits d'adultes et 11 en pédopsie. À Saint-Jacques, 8 lits fermés, faute de personnel médical. Et à Redon, la même chose. Et que vont devenir ces patients? Certains attendent jusqu'à 4 ans une consultation en pédopsychiatrie. Les délais s'allongent en psychiatrie. Les patients ne peuvent plus être hospitalisés, faute de place avec des conséquences gravissimes. Les mineurs sont hospitalisés en psychiatrie adulte. Vous imaginez les conséquences que ça peut avoir. Les locaux et les équipements ne sont plus adaptés. Depuis la crise sanitaire, les besoins d'hospitalisation des mineurs ont accru. En 2020, 82 mineurs ont été hospitalisés en psy adulte à Saint-Jacques, 108 en 2021 et nous attendons les chiffres de 2022. Plus de 25 postes d'infirmiers et d'infirmières sont vacants à Saint-Jacques, sans compter les arrêts non remplacés, les heures supplémentaires qui ne couvrent pas tout et épuisent les professionnels. Il est urgent de sauver la psychiatrie. Et le troisième point, dont Olivier faisait partie, si j'ai voulu faire un petit état des lieux de la santé pour toutes et tous, et aussi au niveau de la psychiatrie, il y a bien évidemment le CHU, l'hôpital public, mais pour certains, ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe sur ce nouveau CHU qui va arriver. Donc, comme le disait Olivier, pour nous, les Arménois, Indrais, Coudray, ça va devenir compliqué d'aller jusque sur l'île de Nantes. C'était déjà pas facile en centre-ville, mais ça va être pire. Oui, ça va être un hôpital tout neuf. On le vend sur tous les fronts, mais quand on s'intéresse un peu plus à ce qui se passe, ce n'est pas aussi beau et aussi magnifique qu'on vient de le dire. Le premier point, le lieu. Sur une île, donc difficile d'accès et immandable. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une impossibilité de l'agrandir. Pourquoi me direz-vous? Pour plusieurs choses. En effet, quand on a commencé à creuser pour pouvoir installer ce CHU, on a rencontré des monts, il a fallu les retirer. Ensuite, l'eau. Donc, il a fallu des pieux. Donc, à l'heure actuelle, aucune possibilité de faire des parkings souterrains. Donc, pour se garer, ce sera très compliqué pour y aller. Ensuite, on s'est dit, bah oui, mais c'est pas grave, on va pouvoir monter le CHU. Et non, on est juste pile poil sous l'axe entre des avions qui vont, et qui repartent de Nantes Atlantique. Autour, pas plus. Les terrains qui sont autour du CHU sont déjà pris, il y a déjà des nouvelles constructions de fait, ou il va y en avoir de nouvelles, de nouveaux appartements, mais aussi des hôtels. Et ça, je vous expliquerai pourquoi. Ce projet du CHU, ce nouveau CHU, date de 2008. À cette époque, la population de la Loire-Atlantique était moindre que maintenant. Mais avec l'attractivité, voilà, on s'est rendu compte que les gens arrivaient de plus en plus. Sauf que le projet n'a pas été adapté à cette population grandissante. Le deuxième point, c'est le manque de lits et de personnel. Dans ce nouveau CHU, il faut savoir que le nombre de lits va diminuer. On nous annonce les opérations ambulatoires, mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Et le nombre de personnel aussi est revenu à la baisse. Quand je vous parlais tout à l'heure des hôtels, c'est justement par rapport à l'ambulatoire. Pour certaines personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles parce qu'elles sont toutes seules à la maison, donc lorsqu'on a subi une anesthésie générale, on nous demande d'avoir quelqu'un. C'est pas toujours possible. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir des petits hôtels sur les côtés qui seront privés et que les personnes, soit pour être là tôt le matin pour l'intervention ou pour pouvoir être près du CHU parce qu'ils ne pourront pas les garder, iront dans ces hôtels. C'est encore privé qui va gagner. Le troisième point, c'est la destruction de l'existant. Le lieu va disparaître. Et pourtant, l'hôpital de la mère et l'enfant, si vous avez été faire un tour, si vous y êtes né ou si vous avez accouché, à peine 20 ans. Il a été rénové dernièrement et on a aussi un héliport qui a moins de 10 ans. Pourquoi détruire ces bâtiments récents? On se pose la question. Pourquoi ne pas conserver l'existant, le rénover, l'améliorer? Oui, on sait, il y a certains bâtiments qui sont très vétustes. Là, on peut les faire, les détruire,
et en refaire du nouveau. Réfléchir pour cette fac de médecine qui n'est plus apte à recevoir les étudiants. Cette question, elle a été posée maintes et maintes fois par la CGT CHU 44 au maire, au directeur du CHU. Et à ce jour, ils n'ont toujours pas eu de réponse. Avoir un bel hôpital, bien sûr que c'est très joli, c'est très chouette, ça fait très bien dans notre environnement, mais à quelles conditions? Pour le point qui nous intéresse le plus, nous, c'est l'ANEC. Nous pensions avoir sauvé la destruction, mais cela, ce n'est pas garanti. Et même, en effet, lors de la réunion du conseil de surveillance, il a été évoqué que, je cite, le maintien provisoire de l'ANEC pourrait être recentralisé, si besoin, dans l'avenir. Donc pour le moment, il est là, mais pour combien de temps, on ne sait pas. On avait demandé, nous, à ce qu'il y ait un pôle d'urgence installé, que ça serve au contraire, puisqu'il y a tout un espace pour pouvoir le développer et peut-être faire des points de soins. Donc ben, c'est pas bien vu. Et le dernier point, c'est le coût. Vous avez dû entendre que les tarifs augmentaient, que nous sommes à 55 millions d'euros au-delà du prix du dernier montant qui avait été annoncé, qui est une énormité. Et ce montant global augmente d'année en année. Et pas au profit du personnel ou pour la haute technologie, ça faut pas rêver. Non, ça va être essentiellement pour la construction. Et puis les matériaux, etc., qui eux augmentent, bien évidemment. Donc, comme le disait Olivier, depuis 2 ans, un collectif s'est créé, qui s'appelle donc le CHU Action Santé, le CAS, dont nous en faisons partie, nous, la France Insoumise 44, mais aussi la CGT CHU 44, Nantes en commun, Saint-Herblain en commun, ATTAC, la FSU, Extinction Rébellion, avec l'association de veille écologiste et citoyenne, ELV, Ensemble 44, le NPA et YFC, donc c'est Youth for the Climat. Notre mission était d'alerter la population sur ce projet qui est loin d'être aussi merveilleux que l'on veut bien nous faire croire. Nous avons fait multiples actions, meetings, tractages, afin que chaque citoyenne et chaque citoyen soit parfaitement informé. Notre dernière action, et vous avez peut-être vu les affiches, s'appelle Hosto debout, car nous soutenons tous les soignantes et tous les soignants, et nous pensons aux besoins des habitants et des habitants de notre département. Nous organisons justement ce dimanche, en juin, une marche dans les rues de Nantes. On vous donne rendez-vous à midi au Miroir d'eau, vous pouvez venir pique-niquer avec nous, il y aura de quoi manger un peu sur place, et on fera une déambulation dans les rues de Nantes. Vous avez dû recevoir, je crois, les petits flyers vous expliquant tout ça. Va s'associer avec nous les soulèvements de la terre. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des collectifs qui, eux, sont contre l'évolution des carrières. Et ils vont partir, eux, de Saint-Colomban et de Soudan, des périodes de Saint-Colomban et de Soudan, pour venir nous rejoindre sur Nantes, s'ils y arrivent, parce que c'est pas sûr que la police les laisse venir jusqu'à nous. Vous poserez peut-être la question de savoir pourquoi nous avons lié ces deux manifestations. Pour une simple raison, pour faire un nouvel hôpital tout neuf, il faut du béton. Le béton, c'est du sable. Le sable, c'est les carrières. Et ce qui nous fait aussi, bien sûr, nous battre sur le côté écologique, c'est que bien évidemment ces carrières détruisent la flore, la faune, les terres agricoles, et que bientôt on n'aura plus assez pour pouvoir se nourrir. Qui s'en soucie? Les terres, les écologies, qui s'en soucie? Eh bien écoutez, justement, des collectifs qui, comme les nôtres, qui, comme les soulèvements de la terre, qui eux se battent pour pouvoir les conserver, pour pouvoir continuer à faire du bio, pour pouvoir vous nourrir toutes et tous dans les meilleures conditions. Et c'est aussi un lien avec la santé, parce que bien nourri, bien évidemment, on a moins de problèmes de santé. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de ce qui se passe sur notre cerveau. Et bien évidemment, chaque point pourrait être beaucoup plus long.
Et si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. On peut ajouter quelques points sur le fait qu'il est difficile d'avoir des médecins généralistes aussi dans certaines villes de la circonscription. Ce n'est pas forcément le cas sur Saint-Herblain ou Nantes. Ils sont couverts. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Mais il n'y a plus de médecin généraliste disponible. J'ai 3 enfants. D'accord. Ça fait 5 ans que j'habite ici, le médecin traitant est à Reims. Je parlais plutôt de l'accès aux médecins de garde, de nuit, etc. C'est encore une autre problématique. Il y a aussi, et vous avez raison, l'accès aux médecins traitants, et il y a l'accès aux médecins de garde ou à SOS médecins. Parce que, par exemple, sachez que, je ne sais pas très bien pour un, mais par exemple, SOS médecin ne va pas jusqu'au bout de la circonscription. Par exemple, à Couëron, nous n'avons pas de possibilité d'avoir SOS médecin. Alors, Indre-et-Vienne, donc c'est la limite, vous êtes les derniers. Saint-Herblain et Nantes, il y a SOS médecin, mais ensuite, Saint-Eusèbe-de-Montluc, Couëron, c'est terminé. Donc, on n'a pas accès aux médecins le soir. Et comme les médecins généralistes sur Couëron, sur Saint-Étienne et plus loin dans la circonscription, ne font pas de garde de nuit, j'ai connu un temps où les médecins faisaient par roulement une garde, on avait un médecin par commune. C'est terminé ça. Donc, évidemment, quand on a un problème, comme il m'est arrivé moi il y a 15 jours, un petit problème poignet, à 20h30 le soir, écoutez, il n'y a qu'une possibilité dans ce cas-là, c'est les urgences. Et donc il faut aller par ses propres moyens ou appeler des papiers, ça devient tout de suite une expédition. Donc il y a les problématiques de l'hôpital CHU à Lille, mais il y a d'autres problématiques d'accès aux soins qui viennent mettre en difficulté les populations qui ne sont pas des populations de centre-ville. Et absolument, il faut tenir compte de ça et remédier à ces problèmes parce que ça devient vraiment très urgent. Voilà, on vous laisse la parole sur ce sujet de la santé si vous voulez intervenir. Alors, tout ce que vous nous dites sur la santé, c'est très intéressant. Mais la première chose, c'est d'éviter de faire des installations qui détruiront la santé. Alors, on est venu pour que vous nous parliez du méthaniseur et que vous nous expliquiez ce que la députée a fait et notamment quelle contribution elle a apportée à l'enquête publique. J'ai annoncé l'ordre du jour, si vous voulez bien, on va pas rester jusqu'au bout pour entendre tout votre baratin et ne pas parler du méthaniseur. Alors moi, je m'en vais si vous ne parlez pas du méthaniseur, et je ne serai pas le seul. À quel moment on n'allait pas en parler? C'est pas la peine d'attendre. Écoutez, les sujets intéressent tout le monde. Maintenant, si vous voulez partir, on ne retient pas, monsieur. Restez courtois, malgré tout. Moi, je suis venu pour les questions de santé et je vais attendre pour écouter aussi le débat sur les méthaniseurs. Moi aussi, je suis Et vous, voilà, vous pouvez attendre. Il peut y en avoir pour tout le monde, monsieur, quand même. Oui. Vous n'êtes pas tout seul dans la salle. C'est important. Oh non, je ne suis pas tout seul. Qui est venu pour le méthaniseur? Levez-vous. Voilà, on n'est pas tout seul. Bon, alors si vous ne voulez pas parler du méthaniseur maintenant, on s'en va. Voilà, au revoir. On y va. Si vous parlez de la santé, ok, mais le deuxième point, c'est le méthaniseur. D'accord, mais. Le deuxième point, c'est le méthaniseur. Dans ce cas-là, monsieur, ce qu'il faut que vous fassiez pour vous arranger dans votre vie, il faut que vous organisiez vous-même les réunions. Qu'est-ce qu'on a fait? Écoutez, il y a eu combien d'avis défavorables sur l'enquête publique et combien d'avis favorables? Est-ce que vous le savez? Non, vous ne savez pas. Donc le sujet ne vous intéresse pas. C'est pas parce que, monsieur, vous êtes hyper directif, hyper sensible. C'est pas parce que vous ne connaissez pas un sujet particulièrement, parce qu'on a d'autres sujets entiers à régler. On n'a pas que le méthaniseur, je suis désolé. Permettez. Quand on fait de la politique à ce niveau-là, on n'est pas focalisé sur un seul problème. Il y a plein de problèmes qui nous arrivent. Il y a plein de problèmes, des problèmes d'éducation, des problèmes de santé, des problèmes aussi de justice.
Et évidemment, il y a des problèmes comme les méthaniseurs. Alors non, ce n'est pas vrai. Ça nous intéresse, bien sûr que ça nous intéresse. Sauf qu'on n'est certainement pas au même niveau de connaissance que vous. Ça, sans doute. Mais ça ne dit pas aux personnes qui connaissent moins le sujet que vous qu'ils ne le connaissent pas. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Monsieur, je dis simplement une chose, c'est que la population d'Inde où a lieu cette réunion est très sensibilisée par le problème du méthaniseur. Et que le méthaniseur est un problème d'urgence. C'est pour ça qu'on l'a mis. Et c'est pour ça qu'il faut le traiter en urgence. C'est pour ça qu'on l'a mis au sommaire de cette réunion. Combien de temps vous consacrez au thème santé? Un quart d'heure au thème santé, puis une demi-heure au thème méthaniseur. On a dit qu'on laissait la parole largement aux citoyens ce soir, il n'y a pas de problème, donc je ne comprends pas les séances de discussion. On a dit qu'on aurait la parole de manière tout à fait claire. Voilà. Maintenant, on avait établi un ordre du jour qui parlait déjà de la santé. Donc, partons sur la santé, le temps qu'il faut pour ça. Allez-y. Vous avez le micro, c'est vous qui d'abord. Merci. Pascal Caboret, je suis médecin hospitalier sur un établissement. Je vois toujours ça. Si, ça marche. Pascal Caboret, je suis médecin hospitalier sur un établissement du sud de Nantes. Je vais son nom de responsabilité hospitalière, mais qu'importe. Je suis membre de différentes structures syndicales. Je suis membre d'un autre collectif que Florence connaît, le collectif en tête au droit à la santé, question sociale pour toutes et pour tous, et un collectif plus ancien, qui n'est pas de portée nationale, parce que c'est un collectif qui existe déjà depuis 20 ans, et qui est plutôt centré sur l'accès aux soins, et qui a du mal à se positionner, mon excuse, même la structure syndicale a du mal à se positionner sur la question du CHU de Nantes, parce qu'on est plus sur la question de l'accès aux soins, et je pense que c'est normal que les organisations politiques prennent position sur la question du CHU de Nantes, et que les organisations qui sont membres de notre collectif, comme la Confédération syndicale de famille, le planning familial, des structures associatives, Médecins du Monde, qui n'est plus maintenant, qui n'est plus présent, c'est pas tellement son objet de se positionner sur un élément aussi politique que le CHU de Nantes. Donc voilà, pour expliquer la difficulté, le fait qu'on a deux collectifs actuellement, qui sont une bizarrerie, et nantaise et nationale, parce que c'est la seule publication chose au niveau national. Je voudrais revenir juste par rapport à ton intervention. On ne va pas reprendre tous les thèmes que tu as abordés, c'est le thème santé, on pourrait consacrer des journées entières. Effectivement, il y a une crise majeure de l'accès aux soins actuellement, et tu as abordé la question de la psychiatrie. C'est grave ce qui se passe en psychiatrie. Il y a des fermetures de lits, mais à travers ces fermetures de lits, il y a des difficultés d'hospitaliser les patients en psychiatrie. C'est toute la psychiatrie en général qui est touchée, notamment la psychiatrie de liaison et toute une forme de psychothérapie qui a été envisagée à certains moments. Je m'interroge, il faudrait se retourner vers les collègues de psychiatrie, notamment, je pense aux collègues de l'Union syndicale de la psychiatrie, si à travers cette crise de la psychiatrie, il n'y a pas une restructuration de la psychiatrie qui est en train de se mettre en œuvre, et c'est toute une psychiatrie de liaison, une psychiatrie institutionnelle, une psychothérapie institutionnelle qui va être cassée. Cette psychiatrie à la française, qui était très particulière, et qui est en train d'être démantelée actuellement. Dans ma structure hospitalière, je n'ai plus de psychiatre à intervenir, les psychiatres ont été rapatriés dans l'urgence, dans les unités de soins, pour pouvoir être plus près des patients, parce qu'il n'y a plus de psychiatres dans les services. Donc c'est les centres médico-psychologiques qui sont même touchés actuellement, parce qu'on rapatrie les soignants de psychiatrie vers les unités aiguës pour qu'ils puissent intervenir. Donc vous voyez la conséquence que ça peut avoir sur, et d'une part, sur le fonctionnement des unités psychiatriques, mais sur même nos unités d'aval, sur nos services de médecine, etc., où nous n'avons plus de psychiatres sur lesquels nous appuyer pour des services. Et bien sûr, il y a aussi toute la population toute Nantes qui est concernée. Par rapport au CHU de Nantes, moi qui ai participé à toute l'élaboration du GHT 44, je serais assez, je me limiterais juste à un thème, c'est la question des débats. Construire un site hospitalier, c'est quelque chose de très ambitieux, mais particulièrement complexe. Complexe parce qu'il y a un enjeu financier majeur, on n'a pas de financement actuellement des reconstructions hospitalières, c'est souvent de l'autofinancement et puis des emprunts sur des marchés financiers. Et puis, en plus, nous sommes face à une situation de compétitivité sur l'offre de soins.
On a plusieurs acteurs sanitaires actuellement au niveau hospitalier. On a des cliniques privées, nous avons des établissements mutualistes, nous avons l'hôpital public. Et tout le monde se partage l'offre de soins de façon concurrentielle. Mais de façon compliquée. Comment construire un projet d'hôpital public lorsque l'on sait qu'en urologie, 70% des actes d'urologie sont effectués actuellement dans le privé? Comment construire un hôpital public avec de l'orthopédie quand pratiquement 70% des actes d'orthopédie sont effectués actuellement dans les cliniques privées? Je trouve cette difficulté, mais une impossibilité pratiquement de construire un projet cohérent avec un état des lieux aussi catastrophique, avec une concurrence des acteurs sur le terrain. Or, tout ça aura pu être l'objet d'un débat avant la construction de l'hôpital. Quel est le projet de l'hôpital? Quels sont les besoins de la population? Quelle est la demande de la population? Comment faire avec tous ces acteurs multiples qui se concurrencent? Qui doit financer? C'est l'assurance maladie qui finance tout ça. C'est la cotisation sociale, ce sont nos salaires. C'est à la population de définir aussi comment on répond à ces besoins. Or, on n'a pas eu de débat. Rien n'était exposé. Il fallait prendre le temps de débattre. Et ça pouvait prendre une dimension nationale, un enjeu national. Et résultat, on est parti sur un projet. Alors après, je ne sais pas, est-ce que, bon, quelle question la maternité, la question d'urgence, après on est sous des postures techniques. Bon, c'est un choix stratégique qui a été pris par le CAS de se positionner sur ce thème-là, qui est judicieux, me semble-t-il. Mais la question des débats qui n'a pas été faite nous emmène dans une situation où les contradictions n'ont pas été mises sur la table et nécessairement elles vont réapparaître. Nous allons dans une situation qui va être totalement insoutenable. Nous ne saurons pas quel projet de santé, moi je suis incapable de dire quel projet de santé on peut définir actuellement sur les cours. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On avait tenté à plusieurs reprises, on s'est en plein pendant le Covid, d'essayer de faire des réunions comme celle-ci. On les avait fait dans le théâtre Gralin, puisque c'était le seul lieu qui était ouvert. Mais on n'a bien évidemment pas réussi à avoir aucune personne, ni de la mairie, ni du CHU, pouvant au moins expliquer leur positionnement, pouvant nous aussi avoir leur point de vue. Pourquoi ils partaient sur ce sujet, sur cette façon de gérer ce nouveau CHU? On n'a jamais eu de réponse. On a eu plein d'intervenants qui, comme toi, venaient expliquer toutes les problématiques. Mais on n'a jamais eu de personnes, que ce soit au niveau mairie ou même ARS ou le CHU qui sont venus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que il faut alerter, que ce soit par le CAS ou par l'intermédiaire de ton collectif, c'est alerter pour que les gens soient au courant et que bientôt on se retrouvera dans des conditions de santé pour se faire soigner catastrophiques. Et c'est déjà bien commencé. Et je pense que c'est pour tout projet la même chose. Hein. Moi, je suis désolée d'entendre ce que j'entends là, parce que tout est fait derrière le dos des gens, on ne discute jamais, et on met toute la population devant le fait accompli. Et c'est ce qui met tout le monde en colère. Et je comprends la colère de ce monsieur, tout comme notre colère, tout comme la colère de tout le monde. Tout c'est en catimini, c'est l'omerta complète, on nous met devant le fait accompli, et après il faut courber les chines et dire bah, c'est bien, c'est fait. Voilà. Une intervention. Qu'est-ce qu'il y a pour moi, c'est le maintien à domicile. C'est de la santé, le maintien à domicile quand on rentre de l'hôpital, comme à un certain âge, on veut se faire aider, son conjoint est fatigué, on a besoin d'aide. On ne peut pas trouver d'aide ménagère, d'aide pour nous aider à la maison. Si on veut rester chez soi, on fait tout pour rester chez soi. On améliore sa maison, mais on n'a pas d'aide. Alors je ne sais pas, il faudrait une ampleur encore, on en discute, mais c'est à nous, effectivement, les citoyens, de se mettre en route si on veut se maintenir à domicile, puisqu'on clame au plus haut, hein, comme on veut, mais mettons les moyens, réfléchissons dans nos communes, faisons, nous avons CLIC, qui est une instance de réflexion, mais il faut le faire vivre. Et le faire vivre en disant, en revendiquant et en mettant des choses sur la table, et puis des besoins. Voilà. Enfin, ce point-là, pour moi, je trouve que c'est important. C'est pas assez ouvert. C'est pas assez discuté. Oui, je suis tout à fait d'accord aussi sur ce sujet-là. On a, nous, des collectifs qui se montent pour aider justement les personnes qui sont aides à domicile.
elles se battent elles aussi tous les jours, parce que bien évidemment, c'est pas un travail facile. Elles adorent leur boulot, elles sont très mal payées, elles font des kilomètres. C'est sûr que quand ça se passe sur la limite Saint-Herblain, moins ça va, mais quand elles travaillent en campagne, elles font énormément de kilomètres pour aller s'occuper d'une personne, pour aller en voir une autre et tout ça. Donc c'est vrai que nous, on est très très proche d'eux, on essaye de faire des choses pour les aider, mais je suis d'accord avec vous, il faut là aussi alerter les gens, faire entendre cette problématique-là et faire remonter pour que ça monte, mais vraiment très très haut, c'est pas simplement dans le département, c'est au national. Voilà. Mais il y a un problème tout simple, pour avoir un VSL sur la commune d'Indre, c'est la croix et la bannière, parce que ça ne les intéresse pas, c'est pas suffisamment rémunéré. On ne peut pas avoir de VSL sur la commune, parce que c'est pas intéressant financièrement. Donc je pense que, avant de parler de grands sujets, je pense qu'il y a le BABA à essayer de régler. Tout à fait, on a des personnes qui travaillent à la l'ANEC au niveau, que ce soit pour les diabétiques ou les personnes ayant un cancer. C'est très compliqué d'aller là-bas, ils ne peuvent pas se permettre de reprendre la route eux-mêmes. Et les VSL nous ont dit, nous aller jusqu'à l'ANEC, ça ne nous intéresse pas. On va se retrouver dans les bouchons, ça ne nous intéresse pas. Donc ça devient problématique. On a réclamé à ce qu'il y ait au moins un bus qui aille au pied de l'ANEC. On espère que ça va aboutir, mais ce n'est pas encore fait. Mais ça aussi, c'est un gros souci à ce niveau-là. En fait, quand on a rencontré les soignants de l'ANEC pour le problème du bus, ils nous ont dit que ça faisait des années déjà qu'ils se battaient pour cet abribus. Il faut savoir qu'il n'y a même pas d'aubettes couvertes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent par exemple d'une dialyse tard en soirée et qui ne peuvent pas, par exemple, attendre le bus couvert. Et là, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de réponse de Nantes Métropole à ce niveau parce que, comme il y a le projet de l'hôpital de Lille, tout est bloqué sur le reste. Et ils ne veulent rien débloquer au niveau de l'infrastructure des transports en commun. Et Nantes Métropole est dans sa bulle. Tout à fait. Voilà. C'est Nantes Métropole. Voilà, ils sont dans leur bulle, donc de toute façon, je vais vous dire, vous pouvez toujours faire le maire socialiste. Oui. Maire socialiste. Oui, si on a... Par rapport à ce bus-là c'est quand même pas très coûteux, si on arrivait à mettre sur pied une manifestation de gens qui effectivement considèrent que c'est un projet intéressant et qui doit avoir un débouché immédiat, eh ben on se ferait entendre par Nantes Métropole. Chacun son tour si on veut bien. Une manifestation avec 300 personnes qui viennent des banderoles et qui marchent jusqu'à Nantes Métropole avec la presse, avec la télé. Alors, vous croyez pas à l'action de masse? Non, et qui? Nantes Métropole, vous savez qui c'est? Le maire de Saint-Herblain. Mais bien sûr, je sais qui c'est. C'est pas que le maire de Saint-Herblain. C'est pas que le maire. Et puis, il y avait les héros. Non, mais dans tous les cas, on peut pas dire, comme Pierrette, et Pierrette a raison, si on se bat pas sur des sujets qui nous tiennent à cœur, alors qui va le faire? De toute façon, on est bien là aussi pour ça, quelque part. Donc ça veut dire quand même que, et l'Assemblée populaire, je vous rappelle, elle est là pour ça quand même, c'est-à-dire de mettre en place des groupes de travail qui vont aller agir sur des petites choses, parce qu'on n'a pas forcément l'ambition ni les moyens de révolutionner tout, mais évidemment, si ce sujet-là, eh bien, on veut s'emparer de ce sujet-là, c'est peut-être une petite victoire qui fait qu'à un moment, eh bien, on va gagner des petites choses. Et on peut agir au local, ça c'est l'ambition de l'Assemblée populaire. Alors on peut y croire, on peut ne pas y croire, mais comme dirait Bertolt Brecht, si on ne se bat pas, on a déjà perdu. Voilà. Et même quand on se bat, on fait. C'est ça qui est
on sera appelé 68. Ah ouais, mais c'était notre époque. Alors si on part sur 68, ça va nous emmener loin. Restons sur la santé si vous voulez bien. Les acquis sociaux, quand même, c'est important. Mais qui est prêt? Ça a été obtenu grâce aux luttes globales qu'il y a pas. La lutte, ça peut faire Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la santé, sur la circonscription? Ou plus localement encore? Moi, je veux bien dire un mot, même si je suis en retard. Rapide. Oui, c'est pas trop long. 4 mots. Rien, juste, tu es en retard, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'obligation à être à l'heure à une assemblée populaire. On va, on vient, quelqu'un qui est parti tout à l'heure avance, il n'y a pas de problème. Vu que, on sait déjà, mais justement l'assemblée populaire, des lits et des postes. Que ce soit, d'ailleurs, c'est déjà le problème du CHU actuel, c'est infernal. Pour info, pour faire une radio, avant, on allait au service radio à côté de la morgue et on prenait rendez-vous. Non, mais c'est le service de la radiologie, il est là, à côté de la morgue. Pour ceux qui sont déjà allés, voilà. Bon, et bien pour une fracture du 12 juillet, j'ai eu droit à une IRM le 26 septembre. Entre-temps, ça s'était largement, et c'est pas ça qui est le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on vous demande d'envoyer un courrier. Pas de chance, c'était l'été, il n'est pas arrivé. Donc au bout de 15 jours, j'ai renvoyé un deuxième courrier. J'ai su que mon courrier est arrivé en septembre, le premier. Envoyé le 12 juillet. Parce que c'est le bazar dans l'hôpital. Donc ça prouve ça. Et ensuite, eh bien, on vous dit, donc on vous répond vers le 15 août, à peu près du 8 août, et vous prenez contact avec voilà la liste des trois cliniques privées. Donc, très difficile, au mois de août, ils ne sont pas toujours là. Donc j'arrive à obtenir quelqu'un qui dit oui, mais le rendez-vous, on va vous donner à l'hôpital, au CHU. Parce que les IRL, nous, on n'en a pas. On les a achetés avec le CHU, ils sont dans le CHU. Et le jour, le 26 septembre, donc j'étais patiente et j'ai bien souffert, où j'ai obtenu ce rendez-vous, et bien le médecin, le radiologue, a fait son internat à l'hôpital, et comme il n'y avait pas de poste, il avait créé son poste à l'hôpital Bon Voisin, enfin la clinique Bon Voisin, mais il venait travailler dans l'hôpital, le CHU, donc on a payé avec nos sous. Les cliniques privées, il y en avait 3, elles ont aussi contribué à l'achat de ce IRM. Mais il m'a dit, moi j'aurais bien aimé continuer à travailler à l'hôpital, mais il n'y avait pas de poste. Donc c'est quand même, c'est une réalité que tous les gens qui ont dû avoir, alors bien sûr tout le monde se précipite aux cliniques d'Amblèze ou à la polyclinique de Saint-Herblain, parce qu'à l'hôpital, on ne peut plus se faire soigner. Et quand on va à la polyclinique, on paye plus, dans les autres, on paye le parking, etc. Donc moi je crois que si on s'embarque dans des choses compliquées, alors que déjà ces problèmes, que ce soit le bus, quand on s'organise, je suis arrivée à ce moment-là, c'est d'obtenir, c'est de se battre pour des lits. On a manifesté là, sur les questions des lits HP, et déjà là, à 300, là, c'était super. Alors, on a fait, comme on était devant l'ARS il y a 2 ou 3 semaines, et puis demander des postes. Où que ce soit. Merci. Je n'ai pas dit, la population de Nantes monte de 15 000 personnes, la métropole, 15 000 personnes par an. En 10 ans, ça fait la ville d'Angers. Ça fait 150 000 personnes. Mais il va y avoir besoin de lignes. Je peux reprendre la parole, j'ai déjà parlé de ça rapidement. Je trouve intéressant, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas passer d'un temps sur cette question de santé, et sur la possibilité peut-être d'action assez locale sur des thèmes très précis. Parce que souvent, sur un thème très précis, lorsqu'on tire, on dit plus, c'est une thématique générale qui apparaît.
évoqué tout à l'heure par la question des transports, des véhicules sanitaires légers, des VSL, la difficulté d'avoir des transports pour assurer les consultations, etc. Il faut savoir que si on tire un petit peu la ficelle, on s'aperçoit qu'il y a eu, par l'intermédiaire notamment des cliniques privées, mais aussi de l'hôpital public du CHU de Nantes, qui appartient maintenant à un groupement hospitalier territoire. C'est une centrale d'achat dont le CHU de Nantes est la plateforme centrale. Et donc la centrale d'achat, c'est une raison essentiellement économique, a acheté un marché et dans lequel interviennent les ambulances Jussieu-Douillard, qui ont été elles-mêmes rachetées au niveau national par le fret de SNCF Keolis. Donc on rentre dans une autre logique. Or, le problème, c'est que le Jussieu-Douillard a désormais le monopole sur un certain nombre de transports. Et dans ce monopole, je ne suis pas certain, il faudra demander au Conseil de surveillance du CHU de Nantes s'il y a une évaluation des gains économiques avec les fameux groupements hospitaliers du territoire et les centrales d'achat. Je ne suis pas sûr que lorsqu'une entreprise a le monopole, on a un gain financier à court et à long terme. On a du mal à avoir de réponse sur ce thème-là. Mais au-delà de ça, ça entraîne, ce monopole entraîne une sélection dans les trajets. Et il est évident qu'un transporteur a tout intérêt à faire en 1 heure 3 courses que de faire une course longue, de tourner autour de Nantes, de partir dans ce nid pour aller à la ENEC ou en oncologie, en ICO, je ne sais où. Donc là, on voit à travers ces questions de transport, on voit toute une question d'ordre financier, de monopole, de restructuration nationale, ça donne le vertige. Est-ce qu'émerge une question pour le groupe de travail santé qui pourrait être travaillée pour septembre prochain? Est-ce que la question soulevée par Pierrette sur la ligne de transport, sur la ligne de bus jusqu'à la NX, est-ce que ça peut être développé? Juste un souvenir de vieille dame qui fut jeune et qui habitait à ce moment-là, qui vit d'ailleurs toujours, Bellevue. C'était... quand les habitants des HLM ou des copropriétés qui se trouvaient là, dans mon quartier de la Bernardière, on les a sensibilisés. On était un tout petit groupe, on était une poignée de dames, essentiellement des dames d'ailleurs, et on était partis en guerre contre la rocade qui devait friser les bâtiments, la rocade partant du pont jusqu'à, bon, c'est bien, cette rocade-là, qui est devenue la voie rapide, qui devait, à l'époque, c'était Chauty qui était le maire de Nantes, c'était Chauty, il était maire de Saint-Herblain à ce moment-là. C'était Chauty était maire de Saint-Herblain, nous étions allés le voir, et moi il m'avait répondu, écoutez Madame Renaud, c'est vrai, on comprend bien, mais c'est trop tard, les terrains ont été réservés, achetés par la CELA, c'est trop tard. Je lui dis, monsieur le maire, vous verrez que ce ne sera pas trop tard quand les habitants se mettront en route. Et effectivement, ce problème de on l'appelait la voie interquartier ouest, véhiculo qui passait au ras, eh ben, elle a été éloignée. Les municipalités ont changé parce que la colère était grande. Les municipalités de droite sont venues, c'est en 77, les municipalités de gauche. Ces municipalités de gauche ont fait pression sur la CELA et le département et nous avons gagné. Résultat, ce magnifique espace autour du Beaujour que vous connaissez peut-être, tout ça, ça a été gagné. C'était des fermes qui avaient été achetées par le département pour les infrastructures de l'autoroute. Voilà. Donc, une poignée, nous étions une poignée au départ, on a fait signer les pétitions. Je me rappelle, c'est mon mari qui avait fait on avait fait des photos, on montrait aux gens ce que ça donnerait. Ils se rendaient compte que leur bâtiment, c'était comme à Paris, quoi. Je vais vous dire, j'en reviens toujours à mon combat, c'est exactement ce que l'on fait, mais on n'est pas écouté du tout, on n'écoutait pas personne. Mais on va vous écouter.
une conférence de presse. On l'a fait. Non, non, oui, je parle du bus. Une conférence de presse avec tous les arguments, c'est-à-dire tout ce qui a été donné, et puis bien autre chose. Hein, le cas de cette dame là, qui sort de dialyse, etc., qui n'est pas à l'abri. Bon. Eh bien, les journalistes, ils ne le savent pas, ça. Ça passe dans la presse locale. On est assez malin pour faire venir la télé, et vous pouvez être sûr que ça émeut Johanna Roland ou affilé, parce qu'on parle. Non, mais j'ai pas envie d'en dire du bien, je n'en pense que du mal. Ceci dit, c'est un élu, c'est un maire, et si la population se met à remuer, et vraiment massivement, il bouge. Ça s'est toujours fait passer comme ça. Hein. D'autant plus que ça coûte pas cher. C'est une ligne de plus à l'égalité. On est toujours dans la même histoire des rapports de force. Hein, donc il faut avoir conscience de ça. Les choses bougent difficilement. Si les gens et si la population ne s'empare pas des sujets, eh bien ça bouge encore moins. Et puis en plus, on n'est pas associé aux décisions de toute façon. Donc voilà. Donc il faut, et c'est la même chose que dans les luttes sociales. C'est la même chose quand on demande une augmentation de salaire dans une entreprise. C'est la même chose partout. C'est ce qu'on appelle, avec un gros mot parfois pour certains, la lutte des classes. Mais la vérité, c'est qu'on est dans cette situation. Donc, il n'y a pas de petits sujets. L'Assemblée populaire est là pour traiter des sujets de nos territoires. Donc, si on veut s'emparer de cette question, eh bien, faisons en sorte que, eh bien, on alerte à notre niveau et qu'on fasse ce qu'il faut pour que les choses avancent petitement au départ, et puis peut-être avec des plus grandes victoires, c'est possible. Je mettrai ça au compte-rendu, Pierrette, pour que le groupe de travail s'organise autour de la santé pour pointer spécifiquement ce petit combat, qui est un tout petit combat et peut-être important pour certaines personnes qui sortent du service oncologie de l'ANEC ou de dialyse et qui aimeraient bien avoir une navette de bus, et même parfois un bus un peu plus fréquemment, qui passe un peu plus fréquemment. Parce que on a entendu à cette conférence de presse des gens qui attendaient 3 quarts d'heure avant que le bus passe. Hein. Vraiment, en sortant de soins, c'est quand même très difficile. Et là, la panne est passée en jour vert, on est encore un peu moins. Ah oui, en plus, l'été, évidemment, il y en a besoin. Et là, on est encore en période scolaire et ils ont déjà commencé. Et oui, Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la santé? On clôt le sujet si ce n'est pas le cas. Donc, puisque vous êtes venus nombreux pour parler. Alors, on va tout de suite mettre les choses au point sur ce débat qui n'en est pas un. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse plutôt l'idée de faire une assemblée de formation, c'est-à-dire d'éducation populaire, parce que là, on n'est pas tous au même niveau d'information sur ce méthaniseur, donc on a besoin d'informations. On a peut-être des avis évidemment différents sur l'utilité d'avoir un méthaniseur de grande taille, de moyenne taille, de petite taille. Il y a évidemment des questions écologiques importantes sur la diversification des sources d'énergie, etc., qui rentrent en ligne de compte. Donc évidemment, si on veut que vos interventions soient entendues, il faut que évidemment on puisse le faire pour qu'on écoute, qu'on s'écoute bien et qu'on respecte aussi les positions de chacun pour voir comment est-ce qu'on peut faire notre propre opinion, déjà, pour voir chacun comment on se situe sur ce sujet, et puis ensuite qu'on voit dans quelle mesure l'Assemblée populaire peut appuyer l'avis majoritaire des citoyens qui sont là. Et peut-être il y a des gens qui sont pour, qui ne sont pas venus non plus, il faut entendre ça. Donc voilà, et quelles actions on met en place pour que le débat, eh bien, comme disait Pierrette, prenne, et puis si vraiment ce projet eh bien, il est néfaste et que voilà, eh bien qu'on mette tout en œuvre pour le faire avorter. Voilà. Donc c'est dans cet esprit, je pense qu'il faut qu'on aborde la soirée. Voilà. De l'information, de l'éducation. Et je prends note et ça figurera donc au compte rendu. Donc voilà, nous on se bat depuis le début de cette année contre le méthaniseur. Je pense qu'à la mairie de Saint-Herblain, vous en avez entendu parler.
qui a fait débat. Pourquoi? Parce que nous avons appris tout à fait fortuitement qu'un méthaniseur allait s'installer sur Saint-Herblain, soit, mais à la porte de notre commune 1. Alors, la situation est tout à fait inacceptable de par la zone inondable. Donc, un méthaniseur sur une zone inondable, et ça, si vous allez sur notre site Adri, vous allez voir, il y a des photos, donc c'est évocateur. Un quartier Céveso, donc il y a quand même Brenntag et il y a aussi Messer, donc des entreprises à haut risque. Il faut savoir que sur ce secteur, en 91, il y a déjà eu des explosions, et à l'époque, le ministre de l'Environnement avait dit faisons attention et surtout ne faisons plus de construction et d'usines avec le risque d'effet domino. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est un fait, sur Saint-Herblain, M. Affilié est fort content, parce que lui, les royalties sont pour lui, et puis les nuisances, eh ben, sont pour un. Donc c'est inadmissible. De plus, je suis allée le week-end dernier à un mouvement à Pontivy, et là j'ai eu l'agréable surprise d'entendre dire qu'à Guiscriff, donc à 205 km du méthaniseur, c'est eux qui allaient récupérer ce qui va être les déchets hygiénisés, c'est-à-dire brûlés pendant 1 heure à 70 degrés. Ils vont donc faire venir des déchets pour 10% sur 33 000 tonnes au niveau national. Le reste va venir un petit peu partout. Après, ces déchets, une fois hygiénisés sur Saint-Herblain, vont partir à Guiscriff, à 205 km, pour être méthanisés par la route, bien sûr, avec des camions qui vont polluer un petit peu. Et après, ce digestat, une fois obtenu, eh bien, va revenir sur les terres aux alentours. Donc, des allers-retours incessants, une pollution. Donc, quand je vois ils cassent nos retraites, je suis d'accord. Et la planète, je suis tout à fait d'accord. Donc, voilà pourquoi on se bat. En un mot, voilà. Alors, c'est vrai que Je me permets de vous couper pour juste une question. Est-ce que quelqu'un est en mesure de nous expliquer de manière tout à fait simple ce que c'est qu'un méthaniseur? Est-ce qu'on Je peux vous expliquer. Parce que ça permettrait de poser le débat. Tout à fait. Alors, le méthaniseur, on va mettre dans des digesteurs, dans des yourtes, des grosses yourtes. On va mettre tous les déchets. Donc là, ce sont les déchets de Nantes, de la métropole, des grandes surfaces, des cantines, des bousses de vache. Enfin, je vois qu'on a des vaches par là, mais enfin, des bousses de vache. On va les mettre dans ces gros digesteurs, ces grosses yourtes. On va les faire chauffer, et normalement, le méthane est sorti sur site. Mais là, Engibiose, se rendant compte qu'il y a quand même quelques difficultés, eh bien, va disséminer ces déchets hygiénisés, donc chauffés pendant 1 heure à 70 degrés, dans ces méthaniseurs alentour à 205 km. Donc voilà, c'est pour faire du méthane. Donc une fois que ces déchets sont chauffés, normalement, ça émet du méthane. Il faut savoir que le méthane a quand même un effet de serre qui est 25 fois supérieur au gaz carbonique et 265 fois le protoxyde d'azote qui est émis par le digestat une fois que c'est répandu. Donc, vulgairement parlant, la mer de brûler, c'est ça, tous les déchets. Eh bien, ce protoxyde d'azote a un gaz à effet de serre 296 fois supérieur au gaz carbonique. Alors, juste, j'essaie de comprendre vraiment le processus. Vous l'avez étudié, c'est ce que vous m'avez dit, d'accord. Le méthane, il est créé par la décomposition des matières organiques. Donc c'est ça, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est ça qu'on essaie de récupérer. Donc c'est du gaz. On essaie de produire du gaz naturel. Du gaz qui sent bon la campagne. Alors oui, mais le méthane, ça sent toujours un peu cette odeur-là. En fait, quand vous pétez, c'est exactement cette odeur-là. Donc il n'y a pas de... C'est pas des vaches. Alors, sur le principe... donc on essaie de récupérer du gaz. Après, il y a des déchets qui sont brûlés, mais ce n'est pas ces déchets brûlés qui vont produire du méthane, à ma connaissance. Ces déchets-là, ils sont évacués ensuite ailleurs. Donc le méthane, il sera quand même produit dans le méthaniseur, a priori. Pas toujours. Puisque de toute façon, les déchets qui vont être mis dans le méthaniseur à Saint-Herblain, ce sont les déchets des grandes surfaces, donc les invendus. Donc il y aura tous les emballages. Donc il va y avoir un déconditionneur. Et le déconditionneur ne peut pas tout trier. Donc ce qui ne pourra pas être trié, éventuellement, va aller à Arc-en-Ciel. Donc ça va être des balais incessants de camions pour toi je peux prendre, toi je peux pas, toi tu vas là, toi finalement tu vas aller à 205 km à Guiscriff et puis d'autres méthaniseurs
Donc je pense que c'est une ineptie que de faire un méthaniseur en bord de Loire, sur un secteur où il n'y a pas spécialement d'agriculteurs, alors inondable bien sûr, ils ont quand même fait très fort. Un métier qui passe sur la propriété où le méthaniseur va se faire, ils l'ont transformé en fossé. Il faut quand même faire fort. Hein. La capacité du méthaniseur, là 25 gigawatts sur 25 000 m². Alors ça ne va pas parler beaucoup aux gens, mais la capacité en termes de déchets nets, c'est 80 c'est 33 000 tonnes à l'année. Ça fait 80 tonnes par jour. 90 tonnes par jour. 90. Ça fait l'équivalent de 9 camions belles. 9 camions belles, c'est ça. Ah non. Là, un camion belle, c'est 10 tonnes. Non, même Engie nous a reconnu que c'était plus que ça. Une vingtaine de camions. 20 tonnes. Donc c'est pas, c'est juste pour poser des chiffres, c'est pas un balai incessant, c'est une vingtaine d'allers-retours de camions. Sachant que quand les détritus vont arriver, ils seront sur des plateformes, donc ils ne seront pas sur des endroits fermés, les odeurs vont venir. Et les camions qui vont seront éventuellement bâchés, les bennes seront éventuellement bâchées. Donc je vais vous dire, les odeurs vont circuler très largement partout. Bon. En tout cas, on commence à poser les termes. Une intervention derrière Mathieu. Alors, bonsoir, Bonne Durée, je suis adjoint à l'aménagement de la ville d'Arles. Moi, je voudrais intervenir parce que, en complément, pour moi, le problème, en fait, c'est pas les camions. Parce que les camions seraient invisibles. C'est dans le flux routier qui dégage tous les jours sur la côte des Sables, c'est pas ça le problème, en fait. Le problème, c'est que c'est un des problèmes, ça. C'est un des trucs annexes. Pour moi, le problème principal, c'est que les Allemands ont fait le choix de la méthanisation il y a un peu plus de 20 ans en arrière. Aujourd'hui, ils font marche arrière. Principalement pourquoi? Parce que, il y a des risques absolument extraordinaires de pollution des eaux. Simplement, en cas de l'accident industriel, il s'agit d'un site industriel, on est à 150 mètres de la Loire, on est posé sur un métier, on est posé sur une nappe phréatique qui remonte, qui fait que le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation, s'applique juste à cet endroit-là, et pas juste à la butte où ils ont prévu de poser le méthaniseur, mais clairement, pourquoi j'attire votre attention là-dessus, c'est que l'eau que vous buvez tous les jours, même si elle est prélevée à la hauteur de Mauves, avec le flux et le reflux de la Loire, si demain ce méthaniseur devait se déverser dans la Loire, il n'y a plus de production d'eau, clairement, sur la métropole nantaise. Ça, c'est un truc qui n'apparaît quasiment pas. Pourquoi les Allemands reviennent en arrière aussi? Ils reviennent en arrière parce qu'ils se sont rendus compte au bout de 5-6 ans que ce qui sort du digestat, en fait, repart dans les champs. C'est-à-dire, on amène un aliment dans le digestat, et ensuite, ce qui est digéré, en fait, une fois que le méthane et le CO2 ont été extraits, repart dans les sols. Sauf que l'effet pervers, c'est que 5-6 ans après, en fait, ça tue toute la biodiversité du sol. Les sols ne peuvent produire à nouveau que si on les chimiquement, on les approvisionne. Tout ce qui est petits insectes, fleurs et humus disparaît. C'est dans les raisons principales pour lesquelles les Allemands font demi-tour aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Ce méthaniseur, n'est que le premier d'un trio. C'est un projet métropolitain qui a été pensé à l'horizon 2010, à l'époque où, encore en Allemagne, on se disait si c'est bien, on produit du gaz, on est autonome, on recycle. Donc sur les principes de départ, je peux comprendre qu'en 2011, on prend cette décision. 2018, avant le Covid, avant la période qui nous a tous fait parler de l'avant-Covid et de l'après-Covid, il y a maintenant plus de 10 ans, il y a le changement climatique qu'on est en train de se prendre en pleine figure. Et là, clairement, ce projet répond à comment est-ce qu'on fait pour maintenir la manière dont on consomme. C'est aussi un problème, parce que, en fait, pour moi, la question qu'on devrait tous se poser, c'est comment est-ce qu'on fait demain pour réduire nos consommations d'énergie, pas pour les maintenir. Et alors après, on va me dire, ça ne répond pas à la question des déchets. Pour moi, c'est un autre problème. Il y a 3 méthaniseurs qui sont prévus en finalité sur la métropole nantaise. Les majorités qui ont voté pour ces méthanisations
enfin ces projets méthaniseurs, ne sont pas celles qui sont aujourd'hui aux manettes. Moi, c'est ce qui me dérange en tant qu'élu local, élu en 2020, c'est que je n'ai pas eu mon mot à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on présente le mot, et même le porteur du projet métropolitain, M. Riom, n'a pas eu son mot à dire sur la décision. Donc, effectivement, si on raisonne très très vite, grâce à ça, vous allez vous devenir autonome par rapport au gaz de schiste américain, par rapport au gaz russe. Oui, c'est sûr, c'est bien, mais ça a tellement d'autres implications que pour moi, aujourd'hui, il est temps de se réinterroger. Je suis parti en disant ce projet-là, pourquoi pas. Et là, clairement, aujourd'hui, je m'affiche en tant qu'élu, parce qu'au sein de ma majorité, alors je ne représente pas ma majorité, je le précise, il y a des grosses dissensions à ce sujet-là, mais clairement, là, il y a un citoyen. Pour moi, c'est équivalent à ce qui s'est passé à Milan, c'est-à-dire c'est un projet d'un autre temps qui apparaît aujourd'hui. Voilà, je vais arrêter là parce que j'ai déjà suffisamment parlé. Je voudrais juste ajouter aussi que c'est un modèle agricole qui tient de la route, puisque 30% des déchets, entre guillemets, viennent du monde agricole. Et donc c'est incité, et ça a été le cas dans de nombreuses régions françaises, notamment en Bourgogne et en Franche-Comté, où les agriculteurs se sont mis à faire du maïs dont on sait très demandeur d'eau, et tout le monde a en tête le problème des bassines qui viennent pour régler le problème de maïs, parce que le problème de santé quand même super. C'est l'alimentation, notre alimentation qui est à la base de notre santé, donc on pourrait parler toute la soirée de la santé en parlant du monde agricole, parce que c'est un vaste sujet. Et donc, du coup, c'est promouvoir un modèle agricole qui ne tient pas, puisque 30% donc, les agriculteurs vont se mettre à faire du maïs, enfin, soi-disant des cultures intermédiaires, c'est-à-dire entre deux cultures nourricières, ils vont faire une culture intermédiaire qui ira au méthaniseur. Et pour produire ces cultures intermédiaires, ils vont mettre des produits phytosanitaires et les engrais pour que ça pousse plus vite, et parce que ce ne sont pas des agriculteurs qui sont alternatifs, qui sont sur notre agriculture. Donc ça interroge beaucoup sur notre modèle agricole. Donc le méthaniseur, c'est effectivement peut-être un petit truc, ou qui est très alléchant comme les iguanes, parce qu'on ne sait pas quoi faire de nos déchets, on a besoin d'énergie. Sauf qu'on ne va pas remplacer un problème par un autre problème. Et c'est ça le gros problème. Et que, comme disait Le Gouen, le digestat, le digestat, ça apporte de l'azote à la plante, mais ça tue les sols. Donc c'est vraiment attention à ne pas remplacer nos problèmes par d'autres problèmes qui seraient vécus par nos enfants, par des terribles pour nos enfants. Le problème de la production d'énergie, que ça soit l'énergie, parce qu'elles ont tous les, disons, tout le mécanisme de production d'énergie, on impacte sur la nature, sur l'environnement. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'il faudrait peut-être étudier ou débattu au sein de ce groupe, du groupe énergie, je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'intéresse. Il y a des gens ici qui s'occupent du groupe énergie. Il y a des personnes qui s'occupent du groupe, qui prennent part au groupe de travail énergie, mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils se sont concentrés plutôt sur les problématiques liées à Cordemais, qui se situent sur notre circonscription. Mais c'est vrai que c'est un sujet alternatif là qui peut tout à fait être porté par ce groupe. Et donc porté par potentiellement deux groupes, puisque le groupe environnement, évidemment, est tout à fait aussi apte à prendre en charge une partie de ce problème. Mais j'ai rencontré, enfin nous avons rencontré la grille Madame Amiot le 26 avril, comme je vous ai dit tout à l'heure, et elle s'était engagée, donc je pense qu'au niveau de... Nous avons rencontré donc Madame Amiot le 26 avril, et elle s'était engagée à nous appuyer dans notre démarche. Ce que je vous disais tout à l'heure, à ce jour on n'a rien vu, donc je pense que probablement un travail a été fait, mais on aimerait bien savoir quel travail, où elle en est. Le travail qui a été fait, déjà, c'est de comprendre ce qui se passait, parce que vous dites qu'il n'y a pas eu
de concertation avec la population, mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu non plus d'avertissement de choses qui sont apparues au niveau des députés. C'est-à-dire que les députés découvrent les problèmes en même temps que les citoyens, il faut que vous le sachiez. Ça. Il faut savoir qu'au conseil municipal de notre commune, c'est quand même l'ADRI, donc notre association, qui a passé le message. Bien sûr, c'est et au niveau de Saint-Germain, au niveau de votre conseil, il y en a une grande partie qui n'était pas au courant non plus. C'est l'omerta complète. Bien sûr, c'est d'ailleurs un des problèmes majeurs, vous l'avez souligné tout à l'heure lors du débat sur la santé, le fait que les sujets qui importent, qui émergent sur la métropole, aussi bien au niveau du département, de la région, même parfois national, et donc parfois municipal, ces sujets-là ne sont pas concertés. On voit parfois des concertations qui n'en sont que des concertations de façade, c'est-à-dire les projets sont déjà ficelés, et puis les gens arrivent avec 2-3 réunions de concertation. En fait, ce sont bien souvent des réunions d'information quand il y en a. Et donc c'est déjà un premier problème. Parce que moi, indépendamment de la position qu'on peut avoir sur l'opportunité de mettre un méthaniseur à cet endroit, de cette taille, etc., on peut discuter, mais déjà le premier problème, et moi je pense que c'est important, c'est le fait de concerter avec les populations et de co-construire des projets. Parce que autrement, ça met forcément le doute sur des projets qui arrivent avec toutes les problématiques démocratiques qu'on peut concevoir. Ça met le doute sur la problématique de santé, ça met le doute sur la problématique de l'environnement, ça met le doute sur la problématique de la dangerosité des sites Céveso, etc. Et évidemment, on peut faire des constats de nécessité de diversifier nos sources d'énergie, parce que c'est un problème qui est important quand même. On peut vivre sur la circonscription et être aussi au fait du fait que l'énergie c'est un grand sujet majeur et qu'il faut le traiter. Il suffit de se rendre compte de la température aujourd'hui. On est un 7 juin, il fait extrêmement chaud et on se dit, voilà, on touche du doigt des problèmes qui nous dépassent. Mais donc, pour moi, le premier problème, c'est la co-construction et la concertation. Et donc, moi, je suis choqué, comme vous, que les élus, comme dit Gwenveil, apprennent ça, voilà, alors qu'ils sont en charge, et puis ils apprennent que c'est déjà bien engagé. La population n'est pas au courant. Voilà, et je vous dis, la députée, avant que vous la saisissiez de cette problématique, la première fois que j'ai entendu cette problématique, c'est lors d'un tractage à Bassin où on était à tracter au même endroit, et c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce méthaniseur. Et c'était au mois d'avril. C'était au mois d'avril. Donc vous voyez, pour l'instant, nous, on a découvert, après vous même, ce problème. Donc, quand vous avez rencontré Ségolène Agneau le 26 avril, eh bien, elle a alerté le cabinet. Au cabinet, il y a 3 attachés parlementaires qui travaillent avec elle. Et donc, pour la circonscription, il y a une personne qui s'appelle Flo Roudot qui a commencé à travailler. Rencontrer la semaine prochaine. Voilà, que vous allez rencontrer, et qui a commencé à travailler techniquement le sujet en regardant exactement les choses qui sont prévues et en regardant également le programme sur lequel nous avons été élus. Et en fait, pour tout vous dire, je vais être franc avec vous, nous, dans le programme de la France Insoumise, nous sommes explicitement pour les petits méthaniseurs de petite capacité. Voilà. Donc pour des raisons essentiellement de mix énergétique et de pouvoir diversifier les sources d'énergie. Mais par contre, nous sommes opposés aux gros méthaniseurs, pour les raisons que vous avez indiquées de santé. Par rapport à sa situation et par rapport à sa situation. Et alors, donc la situation de ce méthaniseur en particulier, c'est un problème qui vient s'ajouter. Et c'est pas un pro-méthaniseur, celui d'Indre, d'après ce que nous avons... Il est plus gros que celui de Montreux-de-Bretagne, quand même. Oui, mais il fait partie, d'après ce que j'ai compris, des méthaniseurs de taille moyenne. Gwenveil, tu me diras si je me trompe ou si... Voilà. Mais c'est peut-être difficile de classer les choses de cette manière. En tout cas, en termes de tonnage, il semblerait qu'il soit de taille moyenne. Donc on est dans une zone de flou. Le programme de la France Insoumise n'est pas aussi précis que ça sur voilà, les intermédiaires. Donc pour l'instant, nous, on est dans une phase où on s'interroge sur l'opportunité et surtout on se documente
sur la manière d'accompagner, de vous accompagner sur ce sujet. Et a priori, la dernière phrase de la note que j'ai relue de Flo avant de venir vous voir ce soir, c'était de dire, Flo a écrit, au départ, moi je suis plutôt pour philosophiquement les méthaniseurs, mais quand je regarde l'ensemble des choses qui arrivent pour ce méthaniseur de Indre, eh bien, plus je lis des choses autour de ça, et plus je suis réservé sur l'opportunité de le construire. Donc voilà où on en est, nous. Maintenant, vous dites 26 avril, on est le 7 juin, on n'a pas perdu de temps non plus pour essayer de... Je l'entends bien, mais sauf qu'on est pris par le temps, puisque l'enquête publique s'est terminée le 17 mai. Oui. Donc maintenant, il y a 2 mois, et après, si on veut faire des voies de recours, on est limité par le temps. Et pourquoi? Parce qu'on l'a appris tardivement. Mais voilà. Sinon, c'était un silence radio. Alors, quand dans toutes les communes et toutes les municipalités, on nous parle de démocratie participative, ça c'est vrai que j'ai le droit de rire. Voilà. Attends, garde le micro, juste pour rapporter un complément d'information à ce que tu dis. Moi, c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que j'appartiens à un mouvement politique, moi, qui a eu cette réflexion sur la méthanisation il y a 4-5 ans. Je ne vais pas en faire la publicité ce soir, c'est pas le lieu pour ça. Ils ont été dit qu'on était contre. Très bien. Moi, je suis censé porter une voix contre. Quand je vais voir ce projet-là, je suis comme Flo. Je commence par me dire pourquoi pas. Je commence par me dire, je ne vais pas suivre la ligne du parti. Je vais me dire, je découvre. Donc je vais sur site. J'en discute avec le vice-président de Métropole qui discute de ce sujet-là. Et s'intéresser à un sujet de manière objective en s'autorisant à aller contre la ligne de mon parti, ça veut dire que par contre je documente, je m'informe, je bouffe. Et le problème de ce truc-là, c'est qu'en fait, plus j'avance, en fait, c'est simple, je suis un chasseur. Et plus j'avance, plus il y a des lièvres qui partent de partout. Clairement, je suis un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et en fait, ce qui m'est présenté à moi en tant qu'élu, quand je fais la visite, en me disant, Monsieur Duret, il y aura tant de camions. Monsieur Duret, ça fera tel tonnage. Monsieur Duret, l'extension maximale du site, c'est ça. Bon, très bien, effectivement, comme ce que tu viens de dire, c'est pas un beau truc. Et en fait, quand l'enquête elle arrive, bah, ça c'est faux. C'est pas ce qui est écrit dans l'enquête, ce que vous m'avez dit. Ça, c'est encore faux. Ça, c'est encore faux. Il n'y a que des trucs comme ça. Donc par rapport à ce que tu dis, c'est un méthaniseur de taille moyenne. C'est vrai. Sauf que tous les méthaniseurs de cette taille-là, qui ont ouvert sur des sites de cette superficie-là avec une possibilité d'extension, se sont étendus dans les 5 années qui ont suivi. Pourquoi? Parce que réglementairement, quand ils veulent ouvrir un gros, ils ont plus de contraintes que quand ils veulent ouvrir un petit comme ça. Et clairement, moi en tant qu'élu, ce qui me choque, vraiment ce qui me choque en tant qu'élu, c'est justement qu'à chaque fois qu'on a essayé d'amener la métropole sur faites de l'information, faites de la concertation, c'est-à-dire que expliquez, convainquez, non, non, non et non. Il a fallu se battre pour qu'il y ait au Vigno une réunion. Et clairement, moi je l'ai vu de l'intérieur, je veux dire qu'il y a des pressions politiques pour que là ce soir je ne sois pas là et que je ne m'exprime pas. Et c'est des choses qui moi ne me vont pas parce que le programme sur lequel on est élu, et on est beaucoup dans le salle à vouloir faire de la politique comme ça, c'est que justement on n'est plus des professionnels de la politique, on est des citoyens, on essaie de porter des discussions tous autour d'une table et dire je peux évoluer sur un sujet. Et là clairement j'ai commencé comme faux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui c'est même plus l'endroit qui pour moi est complètement aberrant. C'est la méthanisation, c'est un autre sujet. Mais si on reste sur ce truc-là, un exemple typique des choses qui nous sont cachées. On est à 200 mètres à vol d'oiseau du site Messer qui produit de l'oxygène liquide. Pourquoi je vous dis ça? Je suis sauveteur en mer, je suis formateur en secours ici. Dans les premiers trucs que j'apprends aux gens, c'est quand vous aurez goûté l'oxygène, vous ne faites jamais à côté d'une flamme. Parce que la sanction, ce sera boum. C'est direct. Qu'est-ce qui n'apparaît pas sur les plans de ce site de méthanisation, mais apparaît dans l'enquête publique? Une torchère. Voilà. Des trucs comme ça, je me s'en sors une dizaine.
formation où effectivement on a répondu à un appel d'offres de NJBIOS, voilà. Et justement sur la question des méthaniseurs, alors on n'a pas été retenu, enfin, moi j'ai pu voir déjà quelques... Alors, je connais effectivement la manière qu'ils ont toujours de bien présenter, de faire en sorte que ça va être super, ça va être génial et tout ça, et je vois que justement il y a beaucoup d'inquiétudes et que nous, enfin moi en tout cas, moi je suis militant politique à côté, j'ai plein d'autres sujets en ce moment sur lesquels je suis mobilisé, et effectivement là-dessus, moi je ne savais pas tout ça, voilà. Et c'est le travail que justement ne fait pas la métropole, et après, bah, moi, voilà, je comprends que la métropole, elle n'est pas de notre bord, enfin elle n'est pas de notre... elle n'est pas avec nous, voilà. Et ça c'est un souci, et je voulais savoir c'était quoi maintenant votre échéance de temps en termes de mobilisation et de voie de recours et tout ça. Est-ce qu'on peut... En fait, moi, en tant que militant politique, je me dis en fait, il faut qu'on vienne filer un coup de main, en fait. Voilà. Et donc, avec plaisir, mais du coup, quelles sont vos prochaines échéances, les prochains rendez-vous, et surtout comment on peut avoir un lien direct avec vous. Et en complément, quelles sont les échéances en termes une fois que l'enquête publique est terminée, qu'est-ce qui va se passer au niveau des premières constructions? L'agent enquêteur a donc 1 mois pour donner son avis. Alors moi je l'ai rencontré, il a été fort charmant, il nous mettait en vie, je comprends bien, on m'a dit, je comprends bien. Et si on mettait quand même une commission maintenant pour expliquer, moi je lui ai dit non, au début on avait indiqué non au méthaniseur ici. Parce qu'on trouvait que c'était trop proche de la Loire. Et comme disait Goudet, plus on gratte, on n'a plus du tout envie d'un méthaniseur. Plus ici, plus nulle part. Au départ, c'était vraiment par rapport au site Céveso, à la Loire, la zone inondable. C'était vraiment au méthaniseur d'ici. D'ailleurs, si vous allez sur notre site internet ou sur la pétition, c'est bien marqué, il y a une photo où c'est non au méthaniseur ici. Parce qu'au départ, nous aussi, on trouvait que la méthanisation, ça pouvait être une bonne chose. Mais quand on a gratté, je veux dire, on a vite vu que c'était pas bien. Et alors, quand on a lu l'enquête publique, je ne sais pas si vous avez été par curiosité, mais là, on y découvre tout et vraiment dans ces grandes largeurs, c'est catastrophique, quoi. C'est pas écologique, c'est... Bon, si, je vais vous dire un truc, c'est juste NJ qui s'en met plein les poches. Il n'y a pas de doute. C'est du lobbying, c'est tout. Cherchez tout le monde aussi, c'est ADRHI, NDRE. Et là, vous le connaissez par cœur, mais moi j'ai pas eu le temps de noter. ADRHINDRE. Ça correspond à Association des riverains de Haut-Indre. Alors il y a qu'un ADRHINDRE.fr. Et là vous avez tout est expliqué. Et on a une pétition. La pétition en ligne, où on a quand même plus de 500 signatures. On a une pétition papier où on a un nombre flou. Mais je vais vous dire, l'agent enquêteur, tout charmant qu'il était, je suis persuadée, je lui ai dit, entre quatre yeux, je lui dis, comme vous allez être devant NJ, devant le préfet, devant la métropole, devant M. Affilé, eh ben vous allez courber les chines et faire comme tous les autres. Eh bien oui, monsieur, c'est bien, on va faire votre méthaniseur. Ça, j'en suis persuadée. Parce que c'est juste un avis. Ce ne sont que des avis. L'ASRIS a donné un avis défavorable. Les communes ont donné des avis défavorables. Les citoyens ont donné des avis défavorables. Ils n'en ont que faire. Ils veulent leur méthaniseur, ils vont le faire. Sur l'enquête publique, il y a 171 avis défavorables. Sur 168 avis défavorables. 173 privés. Dont la métropole a donné son avis favorable. Bien sûr, mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas en même temps. Les gens qui n'ont pas d'avis ou qui sont pour, ils vont pas. C'est rare. Il y a des gens contre qui se manifestent beaucoup. D'accord, que sur l'enquête. Oui. Et qui sont pour aussi beaucoup. Tous les agriculteurs mettent si on est pour. Donc oui, non, il y a des pour et des contre. Et puis là, il y a quand même quelques pour qui nous ont fait un petit peu rire. Un sentiment sur le support. Après, quelles autres dates vous avez déjà en tête par rapport Alors, on attend de toute façon le 17 juin. La ville, oui, parce qu'avant, on ne va pas faire des manifestations pour des manifestations. Parce qu'on en a fait 2 qui ont vraiment marqué. Une au rond-point de la Grève où va avoir normalement l'installation de fichus méthaniseurs. On a réussi à faire des bouchons énormes, on a distribué beaucoup et ça a porté ses fruits. Devant la mairie de Saint-Herblain, ça a été plus moyen.
Mais le prochain, je pense qu'on le refera sur le secteur de Touga. Et c'est ce que j'ai dit de toute façon, on lève le petit doigt et ça devient une ZAD. Et ça, on n'en veut pas. Donc pour l'instant, je n'ai pas levé le petit doigt. Mais je leur ai dit, méfiez-vous. Si vraiment vous voulez le faire, nous, tout le monde est prêt à venir. Hein. Je vais vous dire que ce soit toute la Bretagne, Corbeau-sur-Logne et tous les alentours, ils sont prêts à venir fiche le bazar. Et ça, moi, je veux l'éviter. En même temps, Notre-Dame-des-Landes, ça a marché. Oui. Oui, mais bon, moi, je suis pacifiste. Hein. Moi, je veux pas en arriver. Notre-Dame-des-Landes, c'était bien pacifiste aussi. Juste, en fait, pour résumer les enjeux, il y a l'eau. Comment on est autonome en énergie et est-ce que la méthanisation est une des options? Et un truc qui a été oublié, que même moi j'ai oublié, que Sophie a brièvement apporté, mais ce qui est grave aussi, c'est le détournement des filières agricoles. Il faut vraiment avoir conscience de ça, de ce truc-là. Parce que le petit qu'on a été visité à... C'est Machereau, non, c'est à Montaigu. Quand on est arrivé, il y avait des tonnes de valeur de foin. Le foin n'est pas un déchet agricole. D'accord? Et quand tu lèves ce truc-là, il t'explique bien que ben non, il en faut, c'est obligatoire. Et quand tu lis en public, tu te rends compte que c'est 30% d'alimentation qui est prévue en fait en production agricole, qui n'est pas du déchet. Ils appellent ça des cibles, des cultures intermédiaires. C'est du foutage de gueule. C'est comment on nourrit ce truc-là. Et c'est Engie qui est derrière. Encore une fois, c'est vraiment, on est dans de l'industrialisation. On est dans de la faire du profit, on n'est pas dans une autonomie territoriale de comment est-ce que nos petits composteurs vont faire du gaz pour nourrir les foyers ingrais. Oui, d'ailleurs, j'ai vu aussi qu'il y avait une possibilité pour que certaines matières premières arrivent du Morbihan, de Mayenne, etc. 10% arriveront du territoire national. Alors, national, j'ai pas vu ça, mais... La LR, allez sur le site de la LRAE, c'est très très bien. Sujet suivant. Si vous avez sauvegardé le dossier dans quel public, vous avez tout ça. Ça fait partie des choses. Ici ce soir, on commence à entendre parler de quelque chose d'important. Donc si vous l'avez sauvegardé, je peux demander à monsieur Guillaume, je suis à la recherche de 2 pages. Ah bah ouais. J'ai une notion parce que j'ai des dossiers, mais je ne les ai pas. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Mais il y a des personnes qui vous J'ai fait une petite parenthèse sur MDL, je suis désolé, mais il paraît qu'on a été appelé à voter pour un référendum, soi-disant 55,17% de oui, et ça finit comment? Donc, c'était une consultation. C'était une consultation. c'était pas contraignant. Non, c'était une consultation. Je rebondis juste un peu aussi sur, s'il vous plaît, je rebondis juste un peu aussi là-dessus, sur la question de l'NDL, qui est en lien aussi avec les possibles mobilisations à mener après contre le méthaniseur, et surtout en fait contre tout ce qu'il y a derrière. En fait, c'est surtout ça. C'est pas comme tu disais le fait d'aller alimenter en gaz la ville, c'est surtout en fait de Saint-Martin. Et justement, voilà, dans l'idée, voilà, pourquoi pas, je pense. Et moi, je viens pas de Loire-Atlantique à la base, je viens du Maine-et-Loire, je viens de Segré, dans le Haut-Anjou, où justement c'est un lien en fait sur la mobilisation des agriculteurs qui à l'époque étaient plutôt, dans ce milieu-là, étaient plutôt pro-écologie, et voilà, pour justement montrer qu'en fait il y a des choses qui sont possibles par la mobilisation et par le coup de pression. Parce que là, je ne le savais absolument pas, ça a été complètement oublié, mais dans le Haut-Anjou, à la base, ça peut être Bure. À Noyers-en-Gravoyère, vous avez la ligne bleue, vous avez un truc magnifique, hein, d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller, mais c'est un endroit où ils pensaient, à une époque, à enfouir tous les déchets radioactifs produits depuis 1950 jusqu'à 2050,
fiche. Tu vois. Alors, justement, les gens se sont mobilisés, les gens ont fait. Ça a été loin, ça a été presque une ZAD. Presque une ZAD. Il y a eu des manifestations qui ont été assez violentes, il y a eu quand même pas mal de problèmes, ça c'est sûr, mais à la fin, les habitants, de ce point-là, qui ne voulaient pas de cet emplissement, qui n'était pas fait par concertation, qui n'était pas accordé, ils ont eu gain de cause, en faisant pression. Donc justement, c'est là où on veut créer le lien absolu, c'est pour pouvoir nous apporter aussi une force militante, une force formée à pouvoir aller... voilà, on peut être contre l'idée d'une ZAD, ça je comprends tout à fait, mais par contre de faire des manifestations plus marquantes, et ben voilà, ben justement, je pense que vous l'aurez. Et je pense que vous l'aurez parce que là, vous avez fait justement, vous avez expliqué, enfin bon, je reparle avec plus de savoir, et je me dis, bah oui, il faut qu'on se fasse là-dessus. Voilà. Donc, c'est possible de se mobiliser, c'est possible de gagner des choses, c'est possible d'appeler d'autres gens qui peuvent aussi faire des choses qu'on n'a pas envie, nous, forcément, d'aller faire. Il n'y a plus qu'un, en fait, c'est ça. Parfait. Voilà. J'attire votre attention aussi sur le fait que construire un mouvement de résistance, c'est long, c'est difficile, et donc c'est des petites pierres par des petites pierres qui vont construire ça. J'espère que vous n'avez pas démarré trop tard, parce que du coup, mais c'est pas de votre faute. Mais il va falloir mettre les bouchées doubles avant que ça démarre vraiment. Bien sûr. Vous avez raison. C'est censé commencer à la fin de l'année. Fin de l'année. Alors c'est la date que j'ai essayé d'avoir fin de 2023. Donc, okay. On nous a vraiment rien laissé. En fait, on ne l'aurait pas su. Personne n'aurait été informé. C'est nous qui avons informé les mairies, la population. Si on n'avait pas su, personne n'aurait rien dit. Et comment vous l'avez su? Alors c'est parce qu'un jour, un élu de la commune d'Indre m'a lâché gentiment, parce que je disais, les Roms qui sont là sont gentils, ils font du bruit. T'inquiète, il y aura un méthaniseur. Ah, c'est l'endroit où il y a les Roms et tout là. T'inquiète, il y aura un méthaniseur. Et de là, j'avais ici, parce que les Roms, ils ont une petite pancarte, ils ont bien caché derrière les Roms. On la voit. Est-ce que, pour conclure peut-être ce sujet, est-ce qu'il y a des idées, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait, je ne sais pas, organiser des choses, des réunions publiques, est-ce que... Voilà, on a déjà fait plusieurs réunions publiques. D'information. Combien de personnes de l'activité vous avez déplacées 150. C'est bien, c'est pas mal. Par rapport à tout ce qui a été dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, je sais pas, gagner du temps pour informer, etc., par rapport au planning? Bon, là, pour l'instant, la date que c'est 17 juin maintenant. Oui, 17 juin. Mais 17 juin, c'est le mois qui suit le résultat de l'enquête publique. Ça, c'est l'avis, oui, c'est l'avis de l'agent enquêteur. 17 juin, il a un mois pour donner son avis. Donc 17 juin, est-ce que, à partir du 17 juin, le chantier ne va pas commencer le 18, donc il est programmé pour, j'ai compris, fin de 2023, donc début 2024, c'est pouvoir repousser au maximum en disant, en alertant, 150 personnes se sont réunies, ici on est 40, en faisant un certain nombre d'informations, avec des moyens divers, et je pense que ça, tous, on sait à peu près faire. Alors bien sûr, il y a deux mois d'été qui a commencé assez vite à rajouter, et déjà pour pouvoir gagner du temps, ce que disait l'élu ici, pour convaincre, avec tous les arguments, convaincre dans la métropole, arriver à convaincre, à constituer des dossiers qui soient consultables sur Internet par la population, mesurer, parce que le jour où il y aura un accident, effectivement, déjà le fait même que tout ça a été posé, imaginons qu'on n'y arrive pas et que ça se crée. S'il y a un accident, on dira, tiens, on
l'avez dit. D'accord, on ne veut pas en arriver là. Mais justement, c'est un argument tout de suite pour dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident. Non, mais moi je compte bien aller faire une main courante. Il y a une temps, il ne faut pas faire une main courante, il faut faire une plainte, parce qu'une main courante, ça ne sert à rien. Ça reste quand même dans les... Oui, déjà les documents, la presse c'est le meilleur. Le fait qu'il y ait des informations dans la presse, c'est déjà une très grande protection. Et déjà, je dis, gagner du temps pour ensuite pouvoir repousser cette création. Et instruire pendant ce temps. Merci. La presse est frileuse. Il ne suit pas la télévision. La presse, elle est aux ordres. Je suis intervenue sur Alouette, parce que là, oui, ils m'ont proposé, donc je suis passée sur Alouette. J'essaie tout pour essayer d'alerter, mais je pour ramer. Les reporters, vous avez dit? Je les ai contactés le week-end dernier. Et au niveau de l'Assemblée populaire, qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce que vous imaginez? Parce qu'il y a la députée qui peut éventuellement, si elle, on verra quelle position elle va adopter, mais si jamais elle était opposée à ce méthaniseur-là, elle pourrait éventuellement faire une question écrite au ministre. Voilà, donc ça c'est une chose qui pourrait être envisagée. Voilà, je me doute, mais alors, je peux vous dire qu'elle ne l'a pas fait pour l'instant parce qu'elle est dans une phase, comme je vous l'ai expliqué, où elle est en train de faire sa position. Je pense qu'elle va bien lire les notes de Flo et puis on va en discuter tous ensemble avec les membres du cabinet et on va voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire. Ses moyens d'action, évidemment, au local sont très faibles, mis à part alerter et apporter son poids politique, voilà, ou organiser des rencontres. Elle peut faire ce genre de choses. Quand je suis passée à la permanence, on m'a dit écrivez à Madame Amiot sur son site donc assemblée, ce que j'ai fait, je l'ai fait 30 mai. Le 6, il avait été lu. Pas mal. Le 6 juin. J'ai envoyé le 30 mai, il avait été lu le 6 juin. Écoutez, si vous saviez combien de mails sont reçus par jour. Je sais bien, il n'a pas de c'est pas mal. Voilà, non. Bon, maintenant, j'attends la suite. Mais la suite va venir. Non, mais c'est vrai qu'on est pris par le temps, comprenez-nous, on est vraiment dans le parking bloc et là. Et sur Saint-Herblain, je pense que vous avez aussi de la difficulté à vous faire entendre. Étant que cet élu sur Saint-Herblain, bien évidemment, l'opposition, c'est très compliqué. Nous, on a fait vous avez dû voir ce que l'on a écrit. Dans l'enquête publique, on a pris position. Bien évidemment, ça n'a pas du tout plu au maire, mais voilà, on a étudié, enfin, c'est pour moi. Hein. C'est une de mes collègues qui a pris le dossier en main, qui l'a vraiment étudié, qui a regardé tout ce qui est. Voilà. Et puis voilà, on a pris une position commune et on attend. En tout cas, merci d'avoir apporté votre expertise au débat qui, je pense, a été utile à tous les gens qui sont là ce soir, qui n'étaient pas au départ, vous avez entendu quelques militants, qui n'étaient pas venus ce soir pour discuter de ça. Et donc, mais vous êtes... Et c'est tout à fait l'esprit des assemblées populaires, même si ce sujet n'était pas à l'ordre du jour. On savait bien que... Oui, ben, c'est dans le programme, effectivement, des partis de la NUPES, tout à fait. Si on force pas la porte, je suis désolée, c'est peut-être pas très gentil par rapport à ça, mais si on force pas la porte, on le fait. Donc nous, maintenant, moi, je le convainc. Non, mais vous avez très bien fait, c'est l'esprit, je le répète, c'est l'esprit des assemblées populaires. Ça s'appelle l'Assemblée populaire pour que vous puissiez venir nous dire les choses qui vous tiennent à cœur. Après, j'ai répondu au monsieur vivement parce qu'on ne peut pas chambouler l'ordre du jour d'une réunion, mais on vous avait promis que vous auriez la parole et je crois que ça a été tout à fait le cas. En tout cas. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions qui émergeraient? Et voilà, si ce n'est pas le cas, et s'il n'y a pas de questions sur l'activité parlementaire de Ségolène, auxquelles on pourra répondre aussi, je vous inviterai à avoir un petit verre de l'amitié après ça et continuer nos discussions à bâton rompu. Mais si vous voulez continuer sur d'autres sujets, c'est possible.
sujet encore? Par rapport à la thématique ici, là, parce que en fait, ce que vous voulez, là. Moi, je suis plutôt à parler au niveau environnement, une zone entre Saint-Herblain et Peron qui s'appelle la Coulée verte du Trier. Voilà, alors, je crois que ma coprésidente, parce que nous sommes une association, on a mis depuis le 18 mars, et bien elle a dû passer sur l'eau, a dû passer en réunion ici il y a une année à peu près. Donc on avait déjà mis en avant, signalé les destructions de haies, la présence d'algues, l'embellissements du riet, etc. Enfin, il y a eu plusieurs choses. On n'était pas reconnus par les élus, parce que nous étions un collectif. Et tant que vous ne serez pas en association, on ne pourra pas vous prendre en considération. Donc voilà, on a continué à mener. C'est étrange parce que le collectif, là, voilà, on est obligé de se structurer en assaut toujours, hein, c'est formalisme, c'est bien. Voilà. C'est structuré en assaut, avec une gouvernance collective. On est à 4 dans le bureau, on est 2 coprésidentes et 2 à s'occuper de la trésorerie, et on a mis en place 3 commissions. Une sur la biodiversité de la coulée verte, les zones humides, parce que c'est une zone humide, les ruisseaux, à savoir qu'il n'y a pas que le riel, c'est un système de chevelus. Il y a énormément de sources dans le secteur. Donc, ressources en eau et sa qualité. Le deuxième, veille environnementale, face à l'urbanisation galopante, aménagement démocratique. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est à côté d'une zone, entre guillemets, d'activité. Là, par exemple, il y a le bâtiment de stockage du Caire. On est juste à la limite, en fait. Là, on est dans la zone, et juste après, on est sur la source du riel qui se met, on n'en est pas encore sûr, sur le lieu dit le bois d'Aguilera. Et la troisième commission, donc, qui concerne tout ce qui est animation citoyenne et solidaire, activités culturelles, etc., pour informer les gens, pour les sensibiliser, etc. Donc, on a fait des démarches au niveau de la commune de Saint-Herblain pour être visible du milieu associatif. On a fait, donc ça c'est récemment, restructuration des commissions et des démarches administratives aussi diverses. On a eu énormément de contacts avec les élus, que ce soit au niveau de la commune de Saint-Herblain, de la commune de Peron, dans le métropole. On a eu très très peu de retours. La seule chose qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant, c'est de faire la préemption de 9 parcelles à la base qui sont situées sur la zone de la Coutelière. Il y en a 7 de non-métropole à acquise. Et en fait, 2 autres vont à un maraîcher. On se demande un petit peu ce qu'il fait. Non, c'est très bien. Pas trop, disons qu'on est encore dans le constat, on est en phase des inventaires. Là, le dernier qui a été fait, c'est le 31 mai. Il n'y a plus d'eau sur le Driel. Le Driel est sec. À côté de ça, le maraîcher qui habite à la Coutelière, il fait passer un tuyau sur la route et ça déverse, la route à débouiller 24 heures sur 24, même en son jour. Voilà. La Coulée verte, il a récupéré quand même pas mal de terrain au nord. Actuellement, c'est une zone anthropisée et au niveau de la biodiversité, il y a des serres à la maison. Il y a des terres qui ne sont pas cultivées. Il est en train de retourner la terre actuellement alors que ces semis sont terminés. Et on ne sait pas pourquoi. À côté de ça, il accumule des travaux sur des zones agricoles, à côté d'un jardin collectif. Donc on se pose quand même énormément de questions sur toute la destruction qui a été faite, l'accaparement de certains chemins creux, de certains chemins du circuit des villages aussi, qui est un circuit randonneur. Voilà, ouais. Mais voilà, donc là actuellement, on est sur une zone coupée en deux où on a donc un gars qui se dit maraîcher et qui s'accapare des terres. Et on pense que c'est pas à destination agricole parce qu'il n'en fait quasiment rien, mais plutôt à destination après de pouvoir viabiliser, revendre et faire une plus-value en vendant. C'est une opération financière immobilière. Voilà. Donc voilà. On essaye de faire valoir ce territoire qui est quand même
qui va aller du sens. C'est vraiment un endroit qui est méconnu et qui est très très chouette. On a fait un relevé avec les naturalistes. Il y a plus de 150 espèces quand même qui ont été répertoriées au niveau végétal. Et aussi, la coulée verte, elle va donc du bois d'Avis à la limite de cette zone d'activité jusqu'à la Loire, en passant par les marais de la Pâtissière, etc. Donc c'est un réservoir écologique, c'est aussi un corridor écologique. Donc pour la sauvegarde des espèces qui puissent se reproduire, etc. Et là, on est vraiment très inquiet sur le devenir de cette zone et de la voir bétonnée et on a la mairie, etc. Enfin, des mairies, c'est vraiment hyper compliqué. Le cabinet de Ségolène suit ce dossier depuis le début, puisque depuis que vous avez alerté, il y a quasiment 1 an pour ça. Et les membres de la coulée verte de l'association maintenant sont venus à chaque assemblée populaire nous exposer ces choses-là. Et dès qu'il y a eu des manifestations, des choses que vous avez organisées, on les a relayées dans nos réseaux via les adresses internet. Oui, on est bien conscient de ça et on vous soutient tout à fait sur cette démarche. On sera au Forum des associations de Saint-Herblain le 2 septembre et on fera une balade après sur le site très proche derrière. En fait. N'hésitez pas à envoyer les informations au cabinet pour qu'on puisse relayer ça, pour qu'il y ait du monde aussi. Parce que ça rentre quand même dans le cadre de la trame verte de paysage de notre métropole et bien sûr à Nancy. Et que ça se fait déjà sur le fond Hermelin. Et on est en parallèle. Alors, essayez de mettre un petit peu avant la veille de la réunion, parce que c'est trop juste. Il faut prévenir les gens un petit peu en amont. On avait prévenu depuis longtemps, mais bon, peut-être que l'information elle arrive difficilement jusqu'à chaque foyer. Oui, je sais. Mais on fait ce qu'on peut au niveau de la. On va essayer. La prochaine assemblée populaire aura lieu probablement fin septembre. Et je ne sais pas encore où, mais ce sera probablement sur l'agglomération nantaise. On essaye sur Nantes cette fois-ci. Et puis l'Assemblée populaire de décembre aura lieu probablement à Villeneuve. Voilà. Donc on ira un peu plus loin. Voilà, il y a d'autres problématiques. C'est intéressant d'aller voir aussi ce qui se passe. Particulièrement, il y avait un projet de station-service Total qui a été... non pas tout à fait, mais repoussé d'une année, et puis il y a eu des garanties. Donc il y a des choses qui avancent malgré tout, et Ségolène avait pris ce dossier à vrai corps aussi, avec un certain nombre d'élus écolos verts élevés de la métropole, aussi du département. Donc il y a eu des choses qui ont été faites. Donc à Vigneux, ils ont aussi des problématiques. Enfin, élus écolos et accepter, où qu'il soit, un méthaniseur, j'ai du mal. J'ai du mal. On les invitera pour qu'ils s'expriment là-dessus, mais je pense qu'ils sont divisés aussi là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'ils soient sur des choses tout à fait claires là-dessus. Et puis ils ont peut-être des arguments. Je pense qu'ils ont le pouvoir aussi. Je vous remercie pour cette soirée de débat constructif. Je vous invite à boire un verre de lactif, il fait chaud. On peut peut-être même aller dehors.